Laurent Haug, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous êtes investisseur, vous êtes installé à Genève. Auprès de qui vous entreprenez, auprès de qui vous investissez? Les auditeurs vous ont assez rarement vu dans cette émission. J'entreprends, j'ai mes propres projets, j'aide les projets d'entrepreneuriat, donc j'ai des investissements un petit peu partout, certains en Suisse, certains en Europe. Un autre projet que je soutiens qui est au Kenya, par exemple, qui s'appelle BRIC, c'est des routeurs qui sont faits pour l'Afrique. Il y a des contraintes un petit peu spéciales là-bas, le courant électrique peut tomber, la DSL peut tomber, donc c'est des routeurs qui sont assez intelligents pour passer directement sur une batterie, sur du GSM, et donc qui permettent un accès à Internet, quelles que soient les conditions. Donc voilà. Très tech, c'est très mon numérique. background. Voilà, moi je suis parti m'installer en Suisse en 94, Pour le web venait d'être inventé. Je suis arrivé dans une université à Lausanne où il y avait 200 machines et une ligne T1 déjà dans les années 90, donc très vite tombé dans le web. Mais vous venez souvent en France quand même? Je viens souvent en France, j'ai mes racines ici, je travaille aussi avec des projets français. Dès qu'on dit qu'un investisseur est installé en Suisse, on se dit voilà, mais il y a ceux qui sont partis avant ou après. Avant d'avoir réussi ou après. Mais c'est intéressant à part ça. Vous savez, les Suisses ont avec les Français un petit peu le rapport que les Français ont avec les Américains. C'est une sorte de grand frère qu'on aime bien un petit peu taquiner, qui nous embête un petit peu parce qu'il prend de la place, et en même temps qu'on admire, la culture française fait vraiment partie du quotidien. Et le regard sur la France a beaucoup changé ces derniers temps. Laurent Haug, depuis Genève, comment vous regardez la France depuis un mois? Ça a beaucoup changé. Je donnais un cours à des board members du monde entier il y a un mois à peu près. Un board member? Un board member, c'est pas très important en fait. À des gens voilà, de 50-60 ans qui venaient de pas mal de pays dans une université suisse. Et c'est intéressant, vous savez, au début, chacun se présente, dit d'où il vient. Et puis en général, quand on dit voilà, je m'appelle Laurent, je suis français, il y a toujours des petits regards un petit peu genre ça rigole. Bon, aujourd'hui, ceux qui regardent leurs chaussures, c'est quand même beaucoup les Américains et les Anglais. Donc c'est assez intéressant la perception en fait qui a changé. C'est-à-dire qu'un Anglais qui se présente aujourd'hui vous dit bah, je suis anglais, je suis désolé pour le Brexit. Un Américain vous dit bah, je suis américain, désolé pour Trump. Et les Français, il y a plutôt un élan assez positif. J'ai l'impression, moi, regardant voilà comment on observe en fait la France, qu'on a un sentiment que d'un seul coup il y a un système qui ressemble un petit peu au pays qui s'est mis en place. Moi, venant en France très régulièrement, j'ai l'impression que la France, ça va beaucoup mieux qu'on le dit, et ça va beaucoup mieux qu'on le dit depuis en tout cas 2 ou 3 ans. Et depuis 2 ou 3 ans, vous confirmez le phénomène de reprise, qui n'est pas forcément lié d'ailleurs à la couleur politique de... Voilà, indépendamment de ça, mais on sent qu'il y a quand même justement un projet comme F Station qui, s'il est ouvert jeudi, c'est pas s'il existe... F en français. Station F, pardon. S'il est ouvert jeudi, c'est parce qu'il est mis en mouvement depuis 5 ou 6 ans. 42, ça existe depuis 4 ou 5 ans. Et donc on sent qu'il y a vraiment un mouvement très positif. Maintenant, il faut que la narration, il faut que le narratif autour de la France change, et que peut-être on ait un regard un petit peu différent, et qu'on ose aussi aller bien. C'est très difficile ça pour des Français. Quand on est investisseur, qu'on connaît bien son pays d'origine, on attend quoi? La flat tax sur le capital à 30% et la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Ce sont ça les 2 éléments clés qui vont commencer à vous mettre des étoiles dans les yeux? Alors je connais pas assez bien le système fiscal français, mais est-ce qu'on parle aujourd'hui aujourd'hui, il est question dans le programme d'Emmanuel Macron d'avoir une taxe unique sur le capital à 30%, ce qui n'était pas du tout le cas dans le programme de François Hollande, puisqu'il avait aligné la fiscalité du capital sur celle du travail dès 2013, et qu'elle était donc devenue un peu étouffante pour des investisseurs. Et il est question de sortir du calcul de l'ISF l'ensemble des investissements mobiliers. Voilà. Je connais pas assez le système français pour me prononcer dessus. Même en Suisse, on est en train de discuter là-dessus, parce qu'en effet, ce qu'on investit dans les startups n'est pas déductible. Et il y a pas mal de gens qui militent pour que ça soit déductible des revenus. Allez-y. Vous avez même aujourd'hui des gens qui quittent la Silicon Valley pour venir se réinstaller à Paris. C'est-à-dire que moi, j'ai des exemples, je vais pas donner de nom, mais par exemple, j'ai un ami qui travaille toujours chez Airbnb, qui quitte la Silicon Valley et qui dit je viens m'installer dans le sud de la France. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour la réussite au 21e siècle? Vous avez la qualité de vie. On est quand même très bon. On est peut-être numéro 1. La qualité des infrastructures, où mine de rien, il s'est passé des choses extraordinaires. Ce matin, je suis venu de Reims, c'est 45 minutes de TGV maintenant, Reims-Paris, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça va. Les trains sont... Je crois que les Parisiens se plaignent beaucoup de leur système de transport. Mine de rien, Paris a gagné un prix du meilleur système de transport au monde en fin d'année dernière. Et puis qualité des gens. Et là, c'est assez intéressant. On est quand même un peuple qui a beaucoup formé sur les maths, sur les statistiques, et en même temps sur les humanités, donc la créativité. Et on a un coup de bol qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui s'appelle les big data. Et
d'un seul coup, ça devient les capacités les plus valorisées sur le marché. Et il se trouve que les Français, on est très très bons. Le patron de l'AI, de l'intelligence artificielle chez Facebook est un Français. La Silicon Valley est remplie de Français. Je pense à Alexandre Lebrun aussi chez Facebook Messenger, etc. Et donc David Marcus, le patron de Messenger aussi. Et c'est vrai que d'un seul coup, on a l'impression qu'en France, peut-être un peu sans le vouloir, en restant sur nos fondamentaux, c'est-à-dire de s'occuper, d'éduquer notre peuple, d'avoir des belles infrastructures, d'avoir une belle qualité de vie, et bien peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin pour réussir. C'est un vrai débat, on ne va pas l'ouvrir ici, mais ceux qui suivent de très près la révolution de l'intelligence artificielle ont tendance à expliquer que la clé, c'est pas forcément d'avoir des très bons codeurs et des esprits mathématiciens capables de faire des très brillants algorithmes, c'est d'avoir la data, de détenir la donnée. Et la donnée, il semble bien qu'elle soit pas forcément dans nos mains aujourd'hui. Exactement. Ça, alors, c'est pas il semblerait, c'est que certainement la donnée n'est pas dans nos mains. C'est pour ça aujourd'hui que d'ailleurs vous avez des entreprises comme Google et Facebook qui vont donner leur code source open source, c'est-à-dire le mettre à disposition du public, parce que l'enjeu n'est plus vraiment l'algorithme, l'enjeu c'est surtout la data. Là-dessus, c'est sûr que c'est le pétrole du 21e siècle. On n'a pas du tout fait attention à le sécuriser, à le nationaliser quelque part, en tout cas en partie. Maintenant, la chance qu'on a, c'est qu'on a un très grand directeur marketing pour le cloud européen qui s'appelle Edward Snowden, qui a quand même fait une pub énorme pour qu'on ramène les données dans des frontières, en tout cas dans des frontières législatives dans lesquelles on va pouvoir les réguler. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit ce qui se passe avec Trump aussi, il va forcément obliger à se poser cette question. Est-ce qu'on peut laisser nos datas entre les mains d'un système politique comme celui-là, ou si aujourd'hui, à la douane, on va commencer à vous demander à analyser tout ce que vous avez dit sur Facebook, etc., est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et donc là, il y a la souveraineté des données qui est certainement un problème qu'on a totalement négligé et qui est absolument fondamental. Xavier Timbaud, c'est quand même en flirtant avec la ligne jaune qu'on finit par aboutir à quelque chose. Mais ça dépend du moment en fait, ça dépend du moment. Il y a des moments où il faut faire des ruptures et il y a des moments où il faut itérer, c'est-à-dire avancer. Vous diriez que c'est pareil en politique? Bien sûr, il y a des moments. Aujourd'hui, la France, à mon avis, si on est un peu reparti, c'est peut-être qu'on a touché le fond il y a quelques années aussi et que finalement, moi je pense qu'il y a une nouvelle génération, par exemple, qui a compris qu'elle n'avait pas grand-chose à attendre du système politique et qui du coup a pris les choses en main et que là, il y a eu une vraie rupture dans l'approche des Français, de leur propre économie, de leur propre pays. Maintenant, il y a certaines industries qui sont plus matures, on arrive dans une logique de maintien et d'itération. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de cette règle des 3%. Moi, je ne suis pas un expert du tout de politique monétaire, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même deux types de sanctions. Il y a une sanction législative de la part de Bruxelles. Maintenant, il y a aussi une sanction monétaire sur l'euro en général. Et quelque part, on a aussi besoin que ces règles-là soient respectées par les autres. On a vu qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas joué les règles de ces 3%, que ça a coûté très cher à la communauté de l'euro. Donc c'est bien aussi peut-être qu'on retrouve un sentiment collectif autour de ce projet européen, aussi au travers de la monnaie. Donc au-delà de la sanction technique de Bruxelles, il y a peut-être quelque chose de plus long terme. Et quand vous de l'étranger, comment vous regardez le climat social en France? Quand on interroge les chefs d'entreprise étrangers installés en France, ça fait partie des 3-4 éléments qui mettent en tête de gondole comme étant quand même des éléments d'instabilité et d'inquiétude. Pour faire un commentaire peut-être un peu philosophique, vous savez, moi, quand je parle de mon métier, la technologie, j'ai tendance à utiliser pas mal de mots anglais. J'ai remarqué. Voilà, et bon, je vis dans un pays où on parle 4 langues. Je suis marié à une femme qui est américaine avec qui je parle anglais. J'ai des enfants qui parlent anglais. Donc voilà, j'ai les langues qui se mélangent et des fois ça fait que les gens comprennent pas trop ce que je veux dire. Je m'en excuse d'ailleurs. Maintenant, je vous garantis que moi, en arrivant comme ça dans un débat, dès qu'on arrive sur ce genre de sujet, c'est moi qui comprends plus. Parce qu'il y a vraiment ce vocabulaire qui est très propre, ces chèques syndicats, c'est les CDI, les tout ça. Et vu l'extérieur, mon regard peut-être un peu méta, ça serait dire plutôt que de continuer à complexifier, est-ce qu'il serait pas temps de simplifier? La Suisse, c'est un pays qui a un code du travail qui fait 80 pages, je crois. C'est un pays où il y a 3-4% de chômage. 3600 il y a tous ces clichés sur la Suisse, vous savez. On pense que les entrepreneurs qui s'expatrient en Suisse le font pour des raisons fiscales. Il y a certainement des raisons fiscales qui rentrent en compte, mais il y a aussi énormément d'autres choses que les Français ne comprennent pas. C'est que c'est un système qui tourne. C'est un système justement, c'est un pays où il y a encore un esprit de communauté au lieu d'un esprit d'individualisme au détriment du système, ce qu'on voit souvent en France. Et donc, je trouve que ce qui serait vraiment intéressant, c'est que on retrouve peut-être de la confiance entre ces différents partenaires, qu'il y ait une
une simplification plutôt qu'une complexification. Concrètement, hein, je crois que les codes du travail en France, code pénal, etc., c'est des documents dont la taille a été multipliée par 3 ou 4 sur ces 10 ou 15 dernières années. Et donc, au bout d'un moment, on va quand même devoir toucher la limite de système et se dire c'est plus possible de construire des couches et des couches. Il va falloir revenir en arrière. Et qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, ça veut dire autonomiser les gens. Ça veut dire que si tout n'est pas régulé, il va falloir refaire confiance à tout un chacun au bon sens. Le monde des start-upers, aujourd'hui, il y a des fantasmes complètement incroyables autour de ça. Hein. Les start-up, c'est 95% qui se plantent. C'est des gens qui vivent avec très peu d'argent dans certains cas, etc. Donc, il ne faut pas non plus se laisser aveugler. Ils ont un état d'esprit qui ne correspond pas effectivement à une négociation interprofessionnelle. C'est pas magique, c'est pas différent. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, on vit dans des systèmes sociaux qui protègent beaucoup ceux qui prennent le moins de risques, hein, qui sont les employés, qui protègent pas du tout ceux qui prennent des risques, qui sont en l'occurrence les entrepreneurs. Donc, on a de plus en plus l'impression que ces grandes entreprises, ces fameux GAFA ou GAFAM, ont pour objectif ultime de devenir des monopoles. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, c'est très intéressant ce qui vient de se passer avec Amazon. Le signal qu'envoie Amazon en rachetant Whole Foods, Amazon qui ouvre depuis 1 an, 2 ans, fin 2015, des magasins physiques, c'est que le futur est une fusion entre le online et le offline. Donc il y a une mauvaise, il y a une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que les players, les acteurs du digital, vous voyez, j'ai fait un effort, hein, je me suis rattrapé. Les acteurs du digital viennent vers le monde réel. Et la bonne nouvelle, c'est que les acteurs du monde réel ont dans les mains quelque chose d'essentiel pour l'avenir, qui est un réseau peut-être de distribution, un savoir-faire dans ce monde réel. Ensuite, c'est sûr que alors des entreprises comme Uber, on peut les lire comme des monopoles. On peut aussi se dire que Uber, c'est quand même une entreprise qui a redistribué à ses clients l'argent de ses investisseurs, hein, pendant assez longtemps. C'est assez intéressant comme idée. Maintenant, c'est sûr que on en parlait tout à l'heure. Vous voulez dire par là que l'argent qu'elle avait au départ, les investisseurs ont subventionné tous les utilisateurs qui ne payaient pas le prix réel d'une course, quoi. Et c'est sûr qu'il y a eu cette mentalité du digital en fait, Amazon, qui est une société qui n'a pas fait de profit ou très peu de profit depuis 20 ans, et pourtant le cours de bourse s'envole. Enfin, Amazon World Service gagne de l'argent. C'est toute la partie service numérique. Mais c'est une mentalité, c'est-à-dire qu'Amazon réinvestit tout pour occuper le terrain, parce qu'avant cette mentalité d'occupation du terrain. C'est comme Uber. Hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à mon avis, il y a deux choses. Un, il y a vraiment des guerres sur lesquelles il va falloir qu'on réagisse, c'est-à-dire tout ce qui est data, les données, l'intelligence artificielle. C'est sûr que là, il y a vraiment un problème. On en a parlé un petit peu avant. Maintenant, une autre question, c'est est-ce que ce modèle n'est pas en train aussi de toucher une limite? C'est-à-dire que on en a parlé, il commence à y avoir quand même une sensibilité un petit peu exacerbée de certains régulateurs avec ces grands acteurs. Et puis, on voit que une entreprise comme Uber a peut-être touché quand même son modèle actuel a peut-être touché le plafond. Aujourd'hui, c'est extraordinaire quand vous prenez une voiture avec un chauffeur, que ce soit Uber, chauffeur privé ou le cab, les différents services que vous avez. Alors, ils n'ont aucune fidélité avec les entreprises avec lesquelles ils travaillent parce qu'ils ont les 3 ou 4 apps. Ils prennent à peu près la course qui va leur rapporter le plus. Donc ça, c'est difficile à savoir dans certains systèmes. Des fois, ce qu'ils font, c'est que juste tant que vous montez dans la voiture, ils vous montrent le prix que donne l'app, ils annulent la course et puis on paye directement au chauffeur. Et puis, il y a vraiment, on sent qu'en fait, Uber est une entreprise qui a quelque part, qui s'est construit un peu contre certains de ses chauffeurs et que les chauffeurs le lui rendent bien. Le patron d'Uber disait il y a 5 ou 6 ans, de toute façon, les chauffeurs sont une mesure temporaire jusqu'à ce qu'on automatise, pas facile à dire, tout le monde. Bon, aujourd'hui, par exemple, Uber a inventé ce système qui permet de dire à un chauffeur où il habite et de demander qu'on le ramène parce que à la fin du service, il y avait des gens qui se retrouvaient à faire des courses qui les emmenaient à l'opposé, ils avaient 1 heure à conduire. Qu'est-ce que font certains des chauffeurs? Ils mettent une ville de domicile qui est assez loin, ils vont vers l'aéroport et ils disent je vais rentrer chez moi. Du coup, ils ont des courses très très longues et puis quand vous êtes dans la voiture, ils vont vous demander un petit peu qu'est-ce que vous faites? Vous dites je viens faire un rendez-vous, est-ce que vous repartez ce soir? Et puis en fait, ils ont leur propre petite start-up de transport. Ils vous donnent la carte et vous dites appelez-moi en direct. Bon, et finalement, Uber est presque devenu un mécanisme de développement business pour des milliers de petites PME. Ce que vous décrivez, voilà. Laurent, c'est vraiment massif. Je sais pas. Quelques cas qu'on a réussi à identifier. Je sais pas, mais c'est très intéressant. Et de nouveau, je m'en fiche un peu des chiffres et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est philosophiquement. C'est-à-dire que est-ce qu'on va vraiment pouvoir construire des entreprises en traitant les gens mal? Moi, j'en suis pas convaincu. Il y a ces histoires de syndicats Uber. C'est assez fascinant. Vous savez que Uber essaye
un problème qu'il y a dans le modèle, c'est qu'il ne faut pas que les gens soient trop solidarisés. Et du coup, on ne peut pas connaître l'identité des autres chauffeurs. Sauf que les chauffeurs se retrouvent sur des forums, ils ont des apps, ils se coordonnent. Et il y a un article que vous pouvez trouver online qui raconte que, par exemple, il y a des chauffeurs qui sortent tous en même temps de l'app dans une certaine zone. Du coup, il y a ce système de prix qui augmente, qui rentre en action. Pourquoi ? Parce qu'il y a la même demande, mais il n'y a plus d'offres. Et en fait, ils se reconnectent tous au système quand le prix est un petit peu élevé. Ça marche probablement plus, mais c'était arrivé il y a quelques années. Et du coup, c'est intéressant de voir que quand on essaie de repousser l'humain, il finit toujours par revenir d'une façon ou d'une autre. Mais c'est important, celui qui délivre un service négatif à ses clients, à la fin, il perd toujours. Hein, donc, parce que ces entreprises, ces GAFA, ne font pas que gagner des parts de marché, ils constituent aussi un patrimoine sous forme de données. Avec notre aide à tous, avec notre complicité à tous. Avec les données qui sont... Moi, je ne pense pas que Google, par exemple, a conquis sa part de marché à coup de milliards. Google a conquis sa part de marché à la force de la qualité de son service qui était très très supérieur à tout ce qui se passe. Et ces demandes de... Mais là aussi, pour faire l'avocat du diable, il faut quand même, on a aussi, et les médias le savent bien, hein, on veut pas payer pour les médias et on veut des médias de qualité. On veut des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, mais on veut pas payer pour. Il faut quand même bien, à un moment, payer avec quelque chose. Donc, je me fais un peu l'avocat du diable, mais on peut pas non plus, en tant qu'utilisateur, estimer que c'est normal d'avoir un service comme Google qui est gratuit ou comme Facebook qui est gratuit et qui est pas à un moment un échange de valeur. Donc, il faut bien aussi trouver une façon pour ces entreprises. Alors là, les gens qui peut-être regardent pensent que tout à l'heure j'étais contre ces grandes entreprises, aujourd'hui je suis pour. Non, moi je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre et qu'aujourd'hui, en effet, ce qu'on vit depuis une vingtaine d'années, c'est que d'abord il y a eu un flou régulatoire absolu. Hein, pareil, Bruxelles et tous les régulateurs auraient pu s'intéresser à ce problème depuis 20 ans. Hein. Google, c'est 98 quand même. Hein. Donc c'est le problème qu'on n'a pas du tout vu venir. Donc c'est un monde qui s'est autorégulé. Aujourd'hui, on est peut-être avec des acteurs qui sont surpuissants et il va falloir remettre l'église au milieu du village. Mais ce sera bien un sens politique, sans les démanteler. Bien sûr. Il va falloir aussi... Voilà. Mais il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre entre les intérêts des deux. Moi, je suis pas sûr que j'ai l'impression quand même le modèle américain aujourd'hui a un peu montré ses limites. Hein. Vous l'avez dit, les Américains regardent leurs chaussures. Aujourd'hui, franchement, je crois les États-Unis, c'est 350 millions d'habitants, 500 millions d'armes à feu en circulation. C'est quand même des problèmes de santé assez graves. Il y a un grand pourcentage de la population qui a des problèmes de poids, par exemple. C'est un problème d'éducation de fond quand même. Hein. On en est à enlever le darwinisme de l'école et puis on se retrouve avec un président issu de la télé-réalité. Bon, moi je pense que notre modèle, on a des problèmes, mais il est pas si mal. C'était Laurent Haug aujourd'hui, Léonidas Kalogeropoulos et Xavier Timbaud. Et passionnant débat. Il y a quand même plus de points d'interrogation que de points finaux, hein, ce débat, tel qu'on vient de l'évoquer, et c'est tout à fait normal. Alors rendez-vous demain, 9h.